Jim Morrison, le chanteur du groupe rock The Doors, est mort à l'âge de 27 ans. Jim Morrison, chanteur des mythiques Doors dans les années 60, fut l'une des icônes les plus influentes et les plus énigmatiques de l'histoire du rock. We have taken out 2 warrants for Jim Morrison. Alimenté par l'alcool et la drogue, ses frasques sur scène comme ailleurs lui valaient une réputation d'agitateur et de rebelle. Il avait la grâce d'un ange et le comportement d'un chien en chaleur. D'après son manager, il serait mort à Paris samedi dernier d'une crise cardiaque. Mais la vraie cause de son décès, le 3 juillet 1971, reste sujette à controverse. Je ne crois pas à la version de conte de fées sur la mort de Jim Morrison. Elle ne tient vraiment pas debout. 45 ans plus tard, la polémique sur sa mort continue d'alimenter les rumeurs et la théorie du complot. La mort de Jim Morrison reste enveloppée de mystère. Mais grâce aux preuves que j'ai rassemblées et à mon expérience dans l'élucidation des décès, je pense aujourd'hui pouvoir expliquer comment il est mort. Médecin légiste de renommée mondiale, Michael Hunter a pratiqué plus de 4000 autopsies pour enquêter et découvrir les causes réelles de ces décès. Il est aujourd'hui médecin légiste en chef dans l'une des plus grandes villes américaines. Voici le rapport médical rédigé par le docteur Max Vassil, qui était présent sur le lieu où l'on a retrouvé le corps de Jim Morrison. Il stipule que le chanteur est mort d'une simple crise cardiaque. Mais cette brève expertise se base uniquement sur le constat fait sur le lieu du décès. Aucune autopsie n'a été menée, aucun examen toxicologique, pas plus qu'une évaluation de ses antécédents médicaux. Ce rapport est très incomplet. Alors à partir des dépositions des témoins oculaires, des rapports de police et des quelques preuves médicales dont je dispose, je vais reconstituer ce qui s'est passé pendant les dernières heures de sa vie et dire exactement comment cette icône du rock est morte. « 20h, le 1er juillet 1971 à Paris, 2 jours avant la mort de Jim Morrison. L'artiste séjourne à Paris depuis plus de 3 mois. Il y a suivi Pamela Corson, sa petite amie de longue date. Son objectif ? Faire peau neuve en tant que poète et réalisateur de films. Jim Morrison était à la fleur de l'âge. Et ce qui le rendait unique, c'était son charisme. Ce type n'étant pas musicien, il ne pouvait pas éblouir le public par ses prouesses musicales. Mais il occupait l'espace en tant que tel, et il faisait vibrer chaque instant, grâce à son talent de poète rock, une chose inédite à l'époque. Mais à Paris, Jim passe plus de temps à manger et à boire qu'à écrire des poèmes. En regardant les photos de Jim Morrison prises 4 semaines avant sa mort, je m'aperçois qu'il a pris un coup de vieux et de l'embonpoint. Or, on sait que le surpoids entraîne une fatigue cardiaque. Son séjour à Paris est une chance pour lui d'échapper à l'adulation excessive de la scène rock américaine. Mais un jour où il mange dans un bistrot avec Pamela, 2 fans insistants l'exaspèrent et il veut changer de table. Pamela refuse. Une dispute éclate et le chanteur claque la porte, furieux. Très tôt déjà, Jim faisait preuve d'instabilité. Né le 8 décembre 1948 en Floride, Jim est le fils d'un officier de marine. À la maison, la discipline est stricte. Son père est amiral dans la marine. Le peu de temps où il est là, il impose un ordre militaire, notamment sur ce pauvre gars qui est l'aîné des 3 et qui doit déjà se coltiner une mère potentiellement négligente. Comme quand on demande à Marlon Brando dans L'équipé sauvage, vous vous rebellez contre quoi? Marlon répond, qu'est-ce que vous me proposez? Jim commence à jouer la comédie à 19 ans. En 1964, contre l'avis de son père, il s'inscrit à la faculté de cinéma de UCLA.
Il embrasse la culture hippie de la côte ouest et en 1965 fonde son groupe The Doors avec Ray Manzarek, un ami étudiant. Jim était d'abord un artiste, un poète. C'était un homme merveilleux et charmant. Il avait beaucoup de personnalité. Je le trouvais très drôle et j'ai eu beaucoup de plaisir à le fréquenter. On s'est bien marré ensemble. J'ai assisté à tous les concerts possibles des Doors. À l'époque, j'étais un jeune journaliste de 20 ans. Sa maison de disques Elektra Records m'avait invité à une soirée de presse après un concert donné à New York. Je l'y ai vu en compagnie de sa compagne Pamela Corson, formidable. Ils sont arrivés tous les deux. Il était sobre. Dans un coin, il y avait Andy Warhol, entouré de sa clique. Dans un autre, une poignée de beatniks. J'ai vu aussi Leonard Bernstein de l'Orchestre Philharmonique de New York. Toute la crème de l'avant-garde new-yorkaise et de la musique classique était venue pour voir Jim Morrison. Pendant les dernières semaines de sa vie, Jim ne se contente pas de manger à l'excès. Il fume aussi énormément. Les effets combinés d'une alimentation grasse et de la cigarette prédisposent à une maladie cardiaque mortelle qu'on appelle l'athérosclérose. Les excès de graisse et le tabac entraînent la formation de plaques dans les artères. Cette accumulation de mauvais cholestérol, de cellules et de débris crée un bouchon au niveau de la tunique interne des artères. Cela peut conduire à une thrombose des vaisseaux et provoquer une attaque d'apoplexie ou une crise cardiaque. Mais à 27 ans, malgré ces facteurs de risque, il y a très peu de chances que l'athérosclérose soit à l'origine de sa mort. Par contre, Jim avait un style de vie inquiétant et je m'aperçois que son rapport médical mentionne clairement un problème d'alcoolisme. 1er mars 1969, Miami. L'année précédant son départ pour Paris, Jim monte sur scène ivre. Il a commencé à boire à l'adolescence et ne maîtrise plus du tout sa consommation. Jim Morrison avait quelque chose d'angélique tant qu'il était sobre, c'est-à-dire à peu près 4% du temps. Mais il s'imaginait que l'ivresse lui permettait de communier avec son public. Ce soir, Jim commence à se dénuder et le public le suit. Un membre du groupe le dissuade in extremis d'ôter son pantalon. Jim abandonne le concert après avoir fracassé son micro sur scène. We have taken out 2 warrants for Jim Morrison. One of them is for indecent exposure. We have to do something about this. This is real disgusting. Nudity is always, a necessary part of, a play or film, but the artist should feel free to use it if he feels like it. Jim est arrêté et en septembre 1970, il est poursuivi pour blasphème et outrage public à la pudeur. On le condamne à 6 mois de travaux d'intérêt généraux et à une amende de $500. Novembre 1970, Sunset Boulevard, Los Angeles. Après avoir été mis en liberté provisoire sous caution dans l'attente du verdict, Jim ne s'est pas calmé sur la bouteille. Ivre pendant une séance d'enregistrement des Doors, il fait régner au studio une ambiance exécrable. Il y a souvent une grande part d'autodestruction dans l'abus d'alcool. Le buveur sait que ce qu'il fait lui est nuisible, mais c'est plus fort que lui car il agit sous l'impulsion. L'alcoolique est incapable de réfléchir aux conséquences de son acte et à l'état dans lequel il se retrouve le matin au réveil. Il est sous l'emprise de l'instant. Les contre-coups du procès sont désastreux pour le groupe. Leurs morceaux sont bannis des radios, les disques sont enlevés des bacs et les ventes de billets sont annulées ainsi que leurs concerts. Les Doors avaient déjà enregistré un album sans lui. En fait, son avenir devenait extrêmement glauque. 5 mois plus tard, Jim rejoint à Paris des vétérans du Vietnam et des insoumis venus trouver refuge dans la capitale depuis les années 60. La première fois que j'ai rencontré Jim, il était complètement ivre. On ne pouvait pas être plus saoul que ça. Il était complètement aviné. Un vrai ivrogne. L'alcoolisme prolongé, associé à une alimentation trop grasse et au tabagisme, exerce une contrainte excessive sur le cœur. En outre, le rapport médical fait état d'un autre indice alarmant. Jim avait de gros problèmes respiratoires.
Jim menait un train de vie très malsain. Il fumait énormément, buvait comme un trou et mangeait des choses excessivement riches. Imaginez ce que son cœur encaissait et les risques qu'il courait. Ce rapport médical n'incrimine que l'abus d'alcool. Or, si l'alcoolisme de Jim a sûrement contribué à sa mort, il n'est pas le seul responsable. Pour moi, Jim ne commettait pas que des excès alimentaires. Il était excessif en tout. Il était en proie au dilemme des gens devenus dépendants. Il a essayé de combler son grand vide intérieur en se bourrant de nourriture, d'alcool et de tout ce qui lui tombait sous la main. C'est une époque où la musique devient très visuelle. La télévision l'a fait entrer dans les foyers. Elvis joue dans des films, on voit les Beatles partout. Un beau gosse comme Jim pouvait tout à fait prendre le train en marche. Mais au lieu de cela, il balaye tout d'un trait. Il prend du poids et néglige son apparence. Et il semble le faire très consciemment pour une raison précise. Je refuse qu'on me prenne pour celui que vous voudriez que je sois. Un autre indice dans le rapport médical laisse entendre que ses problèmes de santé au cours des semaines précédant sa mort étaient graves. Il ressentait ce qu'on appelle des douleurs thoraciques. La question est de savoir pourquoi. Alors pour avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé juste avant sa mort, j'ai voulu examiner de plus près les dépositions des témoins. 2 juillet 1971, 14 h. La veille de sa mort, Jim Morrison rencontre Alan Roney, un vieux copain de ses années d'études à UCLA. Comme d'habitude, Jim mange, boit et fume à l'excès. En plein repas, il est pris d'une longue et violente quinte de toux. Le surmenage de son cœur peut être dû à des difficultés respiratoires venant de ses poumons. Le rapport explique que Jim souffrait aussi de dyspnée. La dyspnée est une gêne respiratoire et c'est ce qui lui est arrivé quelques semaines avant le décès. Dans leur déposition, des témoins affirment que Jim a fait 2 chutes graves dans les 6 mois précédant sa mort. On peut imaginer qu'elles ont provoqué de graves traumatismes thoraciques. Janvier 1971, hôtel Château Marmont, Los Angeles. 5 mois avant sa mort, après une nuit de fête, Jim bascule d'une rambarde et s'écrase sur le dos 4 étages plus bas. On a l'impression que Jim Morrison était pris au piège de sa personnalité borderline. Je suis curieux de voir ce que ça fait quand on tombe. Et ça fait quoi quand on mange trop? Il s'est laissé prendre dans un cercle vicieux. D'un côté, il voulait vivre des sensations fortes, et de l'autre, il voyait bien que ça le détruisait physiquement. Il pensait, comme Rimbaud, que la route de l'excès mène au palais de la sagesse. La plupart du temps, il fonctionnait et raisonnait avec les sens complètement déréglés. Quand on le rencontrait en privé, ou sur scène, ou en boîte de nuit, tout pouvait arriver. Il pouvait aussi bien vous coller une gifle que vous lire de la poésie. Il pouvait se mettre à hurler, à courir comme un fou sur Sunset Boulevard en sautant sur les voitures. Il avait une personnalité démoniaque et incontrôlable. Il se délectait à l'idée que les gens puissent avoir peur qu'il tombe et qu'il se tue ou qu'il se blesse. Je crois que Jim Morrison entretenait l'idée complètement immature et absurde qu'il vivrait éternellement. 3 mois plus tard, au cours d'une autre acrobatie sous l'emprise de l'alcool, Jim fait une 2e chute dans un hôtel parisien branché. Il n'arrivait pas à dormir. Une nuit, il est sorti sur le balcon, il a sauté et il a atterri à plat dos sur le toit d'une voiture. Alors on l'a emmené à l'hôpital américain de Paris pour lui faire passer une radio. Personnellement, je rechercherais une blessure traumatique qui explique ses difficultés respiratoires et ses douleurs thoraciques, comme une contusion, une ecchymose pulmonaire, directement sous le point d'impact. Pamela Corson dira plus tard que la radio de Jim n'a révélé aucun traumatisme. S'il a souffert d'une contusion, elle a pu apparaître à la radio sous la forme d'une ombre, mais pas systématiquement. En juillet, une contusion aurait pu effectivement justifier les symptômes de Jim, mais je ne crois pas qu'un choc ait pu justifier sa mort à lui seul.
Je pense que ces chutes, ces facéties, ces cascades aussi dangereuses qu'immatures faisaient partie de sa personnalité asociale. Pour trouver l'inspiration, il se croyait obligé de repousser les limites jusqu'au point de rupture et de commettre des choses insensées. Une autre chose dont souffrent les alcooliques peut expliquer les douleurs thoraciques et les difficultés respiratoires de Jim. Une pneumonie. Pendant le sommeil des alcooliques, des fluides peuvent remonter dans l'ésophage, s'écouler dans les poumons et provoquer des inflammations de la muqueuse. Le souffle est affaibli et le taux d'oxygène dans le sang diminue, ce qui entraîne une fatigue et un stress cardiaque. 2 juillet 1971, 16h, la veille de la mort de Jim. À la fin de son déjeuner avec Alan Roney, Jim est pris d'une violente crise de hoquet qui le laisse à bout de souffle. En quittant le bistrot, Alan regarde Jim une dernière fois. Il déclarera plus tard à un magazine parisien « Le visage de Jim me faisait penser à un masque mortuaire ». Une pneumonie grave nécessite souvent une hospitalisation avec perfusion d'antibiotiques. Ça n'a pas été le cas pour Jim. Mais il est évident que ses excès et son imprudence ont eu un effet désastreux sur sa santé, au point d'en faire un candidat à la crise cardiaque. Paris, 1971. Le Rock'n'Roll Circus, une boîte de nuit parisienne. Pendant son séjour à Paris, Jim passe souvent ses nuits à boire et à fumer dans cette discothèque branchée de la rive gauche, célèbre pour sa clientèle jet-set et sa culture de la drogue. Le Rock'n'Roll Circus était la boîte parisienne où il fallait se montrer. Ce nightclub incarnait la magie délirante des années 60. Il y avait toute cette faune de stars de la pop, d'artistes, de réalisateurs, d'aristocrates, de gangsters, de dealers et de prostituées. C'était vraiment le genre de scène qu'on ne trouvait qu'à Londres, à New York ou à Paris en 1971. Après la mort de Jim, sa compagne Pamela Corson racontera à la police que Jim s'était fait prescrire des médicaments pour combattre une toux tenace. Mais comme il ne les prenait pas, ses symptômes avaient empiré, au point qu'il crachait du sang. Parmi ces symptômes, Jim ressentait des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et il crachait du sang. Ce n'est pas le signe d'une pneumonie grave, mais parfois d'une forme plus bénigne, la pneumonie atypique. Jim continue de manger, de boire et de fumer à l'excès. Mais c'est aussi une rockstar. Et qui dit rockstar dit une autre chose potentiellement responsable d'une crise cardiaque, la drogue. C'est précisément aux drogues que carbure la contre-culture hippie californienne dans laquelle Jim baigne depuis l'âge de 21 ans. Les speed, la poudre, le quaalude, les tranquillisants, tout y passait. On en prenait comme ça venait, et on voyait ce que ça faisait. Souvent inspirée par le LSD, la musique donne le ton de la scène rock de la fin des 60s. Mais une nouvelle drogue dérivée de la feuille de coca d'Amérique du Sud apparaît parmi les musiciens. La cocaïne. Vers 1969 ou 1970, Jim a puisé son énergie dans une cocaïne hyper raffinée. C'était avant que cette drogue n'occupe la première place dans la pharmacopée des stars du rock. Jim fut l'un des premiers à utiliser l'énergie de la feuille de coca pour qu'elle l'emmène là où il voulait aller. Jim Morrison connaissait bien les drogues. Il était parfaitement conscient de leur effet dévastateur. C'est à se demander si elles ne l'ont pas incité à franchir un nouveau seuil dans son comportement autodestructeur. La cocaïne est très dangereuse. C'est une drogue parfaite pour déclencher une crise cardiaque. Même utilisée comme simple euphorisant, elle fait monter en flèche le rythme cardiaque et la tension artérielle. Elle provoque un épaississement du muscle cardiaque ainsi que des spasmes vasculaires, qui sont de brusques contractions des vaisseaux sanguins, ayant pour effet de réduire leur diamètre et donc leur flux, ce qui peut conduire à une crise cardiaque.
Alors, Jim Morrison est-il mort d'une crise cardiaque due à la cocaïne? Le cœur de Jim et son système respiratoire subissent un vrai surmenage. Il ressent des douleurs de poitrine, il a le souffle court et crache du sang quand il tousse. Ce sont des symptômes typiques d'une pneumonie modérée. Il prend aussi beaucoup de cocaïne, dont on sait qu'elle fatigue encore plus le cœur. La dépouille de Jim Morrison n'a subi aucun examen toxicologique. Mais en examinant les dépositions des témoins oculaires, j'en saurai plus sur le rôle que la cocaïne a pu jouer dans sa mort. « 3 juillet 1971, 1h du matin, le jour de sa mort. D'après la déposition de Pamela Corson à la police, Jim est serein et en bonne santé. Ils écoutent des disques et boivent du whisky dans leur appartement parisien. Si Jim avait pris de la cocaïne, je me serais attendu à ce qu'il soit hyperactif et agité. Il aurait même pu vivre un épisode psychotique ou un délire. Mais en lisant les dépositions des témoins, rien ne laisse penser quoi que ce soit de la sorte dans les heures précédant sa mort. J'en conclus que ce n'est pas la cocaïne qui l'a tué. 3h30 du matin. Pamela Corson est réveillée par des bruits. Jim a beaucoup de mal à respirer. Croyant qu'il étouffe, elle le secoue et réussit à le réveiller. Peu après, Jim se fait couler un bain chaud. Pamela! 4 heures. Pamela est réveillée par Jim, criant qu'il a envie de vomir. Il commence par vomir son repas, mais peu après, il crache des caillots de sang. Jim lui dit qu'il se sent bizarre, mais qu'il n'a pas besoin d'un docteur. Elle retourne se coucher, pensant que le fait d'avoir vomi l'aura soulagé. Quand on vomit du sang, il faut s'inquiéter de toute urgence. Il aurait fallu le faire hospitaliser immédiatement. Il peut avoir vomi du sang pour deux raisons. Pour une maladie du foie, mais il n'en avait pas de connue. Ou alors pour des hauts le cœur. Des spasmes si violents qu'ils ont déchiré son œsophage en provoquant des saignements dans l'estomac. Cela a pu couver pendant un moment et ça se traduit par des caillots de sang dans les vomissures. On ne s'est pas demandé pourquoi il avait vomi. Il pouvait être sous l'effet d'une drogue, mais cela pouvait être aussi symptomatique d'une crise cardiaque dans sa première phase. 4h30. Quand Pamela se réveille et découvre que Jim n'est toujours pas dans le lit, elle le cherche dans la salle de bain. Elle l'y trouve, la tête appuyée sur le bord de la baignoire, comme s'il dormait. Pamela le secoue et essaie de le soulever du bain. Mais elle n'arrive pas à sortir de l'eau, le corps lourd et inerte de Jim. Elle téléphone à Alan René. Accouru à l'appartement, il appelle du secours. Hello? Yes. Ambulance. 5 heures du matin. D'après la déclaration d'un pompier, le corps de Jim est toujours chaud. On le sort du bain et on le transporte dans la chambre. Croyant Jim toujours en vie, les pompiers lui font un massage cardiaque. Mais ils se trompent. Rapidement, Jim se refroidit et il constate qu'il est mort. La chaleur apparente de son corps venait de l'eau du bain. 6 heures du matin. Un médecin arrive et confirme le décès de Jim. Mais, pris de doute, un policier qui était occupé à fouiller l'appartement convoque un médecin légiste en chef. À 18h, soit 12 heures plus tard, le docteur Max Vassil arrive. Après un bref examen externe, il confirme la mort de Jim par crise cardiaque. Jim Morrison, le chanteur du groupe rock The Doors, est mort à l'âge de 27 ans. D'après son manager, il serait décédé à Paris samedi dernier d'une crise cardiaque. J'étais en vacances dans le sud de la France. Un jour, j'achète le journal et je lis parmi les titres « Jim Morrison est mort à Paris la semaine dernière ». Je n'arrivais pas à le croire.
Étant donné les circonstances, le fait de retrouver mort dans une baignoire un jeune homme de 27 ans apparemment costaud et en bonne santé nécessitait absolument d'ordonner une autopsie. Ce que je trouve étrange, c'est la précipitation que met le docteur Vassil à rédiger son rapport. Personnellement, j'aurais mis plusieurs heures, voire plusieurs jours, à trouver exactement ce qui est arrivé à Jim. Je considère cette autopsie comme une mauvaise blague. À cette époque de l'année, Paris est en vacances. Tous les professionnels compétents qu'on aurait dû contacter étaient absents. La capitale est envahie de touristes, d'Américains, de beaufs au-dessous de tout, et de camés. Bref, le fin du fin. Rien à voir avec les personnes merveilleuses que sont les Français et leurs éminentes figures parisiennes. Le rapport du docteur Vassil fait à peine un paragraphe. Mon confrère de l'époque a bien constaté des douleurs de poitrine, de l'essoufflement et l'abus d'alcool. Mais tout cela a été consigné d'après une seule et unique déposition, celle de Pamela Corson. Quand on enquête sur un décès, il est hors de question de s'en tenir à un seul témoin. On aurait dû s'efforcer de trouver d'autres témoins qui ont fréquenté Jim juste avant sa mort. Et il aurait fallu passer au peigne fin son appartement pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. En 2009, la parution d'un rapport à sensation prétend réécrire en totalité la version officielle de la mort de Jim Morrison, en arguant qu'il n'est pas mort dans son bain, ni même dans son appartement. 2 h du matin, le 3 juillet 1971, au Rock'n'Roll Circus. D'après Sam Bernett, le manager de la discothèque, Jim prend un verre quand 2 dealers habitués des lieux le rejoignent à sa table. Jim quitte le bar et se rend aux toilettes. Ensuite, il y a eu des plaintes, comme quoi quelqu'un monopolisait une cabine des toilettes des femmes. Quelqu'un qui ne répondait pas et refusait de sortir. Alors Sam Bernett, le directeur du nightclub, et 2 de ses videurs ont enfoncé la porte. Et là, ils ont trouvé Jim, mort, affalé sur la cuvette. On aurait trouvé par terre près de lui les restes d'une dose d'héroïne. À l'époque, son cercle d'amis parisiens partage et défend cette version du décès. J'avais un ami qui était là-bas cette nuit-là. Et quand je suis rentré de vacances, il m'a dit que Jim Morrison était mort au Rock'n'Roll Circus. Et il n'y a pas qu'1 ou 2 personnes qui me l'ont dit, mais beaucoup de gens. Tout ce que le monde veut faire, c'est masquer le fait que Jim Morrison soit mort d'une overdose d'héroïne. Héroïne qu'il a achetée dans ce nightclub, qu'il a prise sur place et qu'il a fait mourir sur place. D'après cette théorie, les videurs emmènent le corps de Jim et le transportent jusqu'à son appartement. Toujours d'après cette version, ils font couler un bain et l'y plongent pour brouiller les pistes sur l'heure de sa mort. Je ne peux pas exclure la possibilité que Jim soit mort au Rock'n'Roll Circus. Mais mon rôle consiste à trouver la cause d'un décès et je dois m'en tenir à déterminer si l'héroïne a pu contribuer à le tuer. Aucun examen toxicologique n'a été pratiqué, mais d'après le bref rapport du médecin présent cette nuit-là, Jim avait des traces de sang autour des narines. Il a donc pu sniffer de l'héroïne. Quand on inhale de la poudre brute, la structure cristalline de ces molécules abîme les vaisseaux des narines en provoquant leur rupture, d'où des saignements. Quelques jours après sa mort, des graffitis sont apparus partout sur la rive gauche pour proclamer « Jim était un camé ». Jim a des traces de sang autour des narines, il est fort possible que l'héroïne soit responsable de cela. Mais comme il n'y a pas eu de rapport toxicologique, je dois m'en tenir aux dépositions des témoins oculaires pour savoir si Jim en a bien pris la nuit de sa mort. Au Rock'n'Roll Circus, on trouve souvent Jim au bar. Parmi la clientèle huppée de cette boîte de nuit, figure un jeune aristocrate de 20 ans, Jean de Breteuil. Ce playboy, connu pour approvisionner les stars du rock en héroïne, est aussi l'amant de Pamela Corson, indépendamment des liens profonds qui unissent la jeune femme à Jim. Jim et Pamela s'aimaient d'amour, ça ne fait aucun doute. Mais il leur arrivait d'être très méchants et haineux l'un envers l'autre. Leurs disputes étaient violentes et légendaires.
Mais je crois aussi que l'amour et la haine fonctionnent comme le yin et le yang. Ils sont intimement mêlés. Jim et Pamela vivaient en fait une situation très particulière dans une époque très bizarre. Avant que Jim ne séjourne à Paris, Pamela, qui avait vécu avec Jean de Breteuil, prenait régulièrement de l'héroïne, une habitude qui ne l'a pas quittée quand elle s'est mise avec Jim. Pamela était très timide. Quand on l'a rencontrée, on n'aurait jamais cru qu'elle était accro à l'héroïne. C'était une fille très timide et absolument charmante. Jim et elle étaient très proches, conformément à ce qu'on a pu lire sur eux d'ailleurs. Mais c'est un fait. Ils avaient l'air très unis tous les deux. Pamela avait jeté son dévolu sur l'héroïne. Et une fois qu'elle est devenue incapable de s'en passer, Jim, qui ne disait jamais non à quoi que ce soit, s'est engouffré dans sa spirale. Et il a fini lui aussi par s'y accoutumer. Un dicton sur les personnes qui veulent sortir de l'alcoolisme dit que seuls les gens raisonnables redeviennent sobres. Or, Jim Morrison était bien connu pour sa personnalité borderline. Il était irrésistiblement attiré par les excès. Je ne crois pas qu'un accompagnement pour se désaccoutumer des drogues ait pu l'aider à lâcher prise, ou ne serait-ce qu'à réduire sa consommation. Pamela et Jim devaient au contraire s'encourager mutuellement à forcer la dose. Dans sa déposition à la police, Pamela ne fait référence à aucune prise de drogue la nuit de la mort de Jim. Mais un autre événement va bientôt apparaître. « 19h, le 3 juillet 1971, 14 heures après la mort de Jim. Après le départ de la police et du médecin, qui n'ont fait qu'une brève enquête, Pamela reste assise, à garde, près d'Alan Roney, l'ami de Jim. Roney racontera plus tard dans un article ce que Pamela lui aurait révélé sur les événements ayant provoqué la mort de Jim. À 1h du matin, Pamela est rentrée avec Jim à l'appartement où ils ont écouté des disques en buvant du whisky. Là, elle admet avoir sniffé de l'héroïne avec lui. D'après Alan Roney, elle aurait ajouté que Jim a continué à prendre de l'héroïne après qu'elle se soit arrêtée. L'héroïne tue, et le triste état des poumons de Jim lui fait courir un risque supplémentaire. D'après les preuves que j'ai lues, Jim est un vrai junkie. Il est accro à l'héroïne depuis 7 ans et il y a des chances pour qu'il connaisse ses limites. On peut donc se demander s'il n'a pas voulu faire une overdose. Juin 1971, Paris. Un mois avant de mourir, Jim passe l'après-midi avec un ami, le chanteur Philippe Dalecki. Ils travaillent ensemble dans le studio de ce dernier. On a été chez moi, on a bu quelques bières et on s'est mis au travail. Il était content du mixage que je lui avais mis sur cassette. Cet après-midi-là, il avait l'air tout à fait heureux. À Paris, Jim note ses rêveries et sa poésie dans une série de calepins qu'il trimballe dans un sac blanc. Quand Jim repart, Dalecki s'aperçoit qu'il a oublié son sac. Je reviens dans le couloir jusqu'à l'escalier et je crie « Hey Jim, t'as oublié ton sac ?» Il me répond « C'est pas grave, je le reprendrai une autre fois. » Et comme je le dis depuis, je ne l'ai jamais revu. Dans son sac, il laisse ses chers carnets de notes. Sur l'un d'eux, un poème très court. Dernier mot, fini. Avec une dernière ligne annonçant « Je suis enfin mort », écrit-il à la fin de son calepin, comme par prémonition, comme s'il savait qu'il allait mourir. Faut-il voir dans ces vers une lettre d'adieu? Quelle raison Jim Morrison avait-il de mettre fin à ses jours? L'année précédente avait été très pénible pour l'artiste. On l'avait condamné à une peine de prison aux États-Unis. Les Doors travaillaient sans lui et sa petite amie vivait une nouvelle idylle. Il avait choisi Paris pour faire peau neuve en tant que poète et réalisateur. Je crois que Jim se voyait un peu comme un troubadour des temps modernes. Il ne jouait pas d'un instrument, mais Jim savait manier le stylo. Il savait utiliser une caméra.
Il n'avait aucun mal à se projeter dans la peau d'un cinéaste-auteur multifacette, qu'il ait été poète, auteur, scénariste ou réalisateur. Mais jamais il n'a été plus près d'exaucer ses rêves qu'aux États-Unis. Les notes dans son carnet étaient-elles suicidaires ou était-ce juste un autre exemple de son esprit tourmenté ? Le monde des arts a toujours été très inspiré par les thèmes de la souffrance et de la mort, alors que pour la plupart d'entre nous, ce sont des choses que l'on préfère fuir. Or, les artistes nés sont naturellement attirés par la profondeur et la complexité de l'expérience de la vie. Et l'expérience de la vie n'est jamais plus forte et plus intense que lorsque la souffrance et la peur s'en mêlent. Il pleure sa jeunesse, l'innocence disparue, la perte des Doors. Mais je ne crois pas qu'il ait voulu annoncer un suicide imminent. Si Jim avait voulu écrire une lettre d'adieu, il l'aurait fait de façon beaucoup plus éloquente et expressive. Comme certains éléments laissent penser que ça n'était pas une surdose intentionnelle, le mystère subsiste. L'héroïne a-t-elle joué un rôle dans sa mort? Et si oui, comment l'artiste en est-il venu à prendre cette dose mortelle? Au moment où Jim séjourne à Paris, les trafiquants de drogue français mettent en vente une nouvelle molécule d'héroïne de synthèse. Sous sa forme pure, elle est redoutablement puissante et potentiellement mortelle. Son nom chimique, le méthylfentanyl. Dans la rue, on l'appelle la Blanche de Chine. L'amant de Pamela Corson, le jeune comte Jean de Breteuil, deal cette drogue mortelle à ses clients de la jet-set parisienne. Il fournissait de cette saloperie qu'on appelait la Blanche de Chine. C'était une héroïne mexicaine surpuissante et frelatée que les junkies de l'époque prenaient jusque-là. Cette drogue est très meurtrière. D'après les amis parisiens de Jim et la relation amoureuse qu'entretenait Pamela avec un célèbre revendeur de Blanche de Chine, il y a de fortes chances pour que le chanteur ait pris de cette drogue. À partir de là, on peut envisager sous un tout autre jour ses dernières heures de vie. 3 heures, le matin de la mort de Jim. Toute la journée et jusque dans la soirée précédente, le chanteur des Doors a bu. L'ivresse a diminué ses facultés de raisonnement en le rendant de plus en plus vulnérable. Avec Pamela, il sniffe une ligne d'héroïne. Jim, qui n'est pas habitué à la puissance de cette drogue, ignore où s'arrêter et il continue d'en prendre. Le gargouillis qui réveille Pamela est le signe avant-coureur d'une surdose d'héroïne. L'héroïne affaiblit le système respiratoire en provoquant un édème pulmonaire et un écoulement de fluide dans les poumons. Le sang refoule dans les veines en augmentant la tension artérielle. L'accumulation des fluides se poursuit, ce qui a pour effet de réduire la circulation de l'oxygène dans les poumons et d'entraver les fonctions respiratoires. Peu après 3h30, Jim se fait couler un bain chaud. Le passage rapide du froid au chaud crée une commotion cardiaque. Ses vaisseaux capillaires se dilatent avec pour conséquence une augmentation de la pression artérielle et une fatigue cardiaque accrue. Au moment où son système respiratoire se met à défaillir, Jim ressent très certainement des douleurs de poitrine. L'héroïne ralentit aussi l'activité gastro-intestinale en provoquant des nausées. À force de violents hauts le cœur, son œsophage finit par se déchirer et Jim se met à vomir du sang, ce qui augmente encore l'exténuement de son cœur. Pendant ce temps, l'alcool et l'héroïne continuent d'agir sur la zone du cerveau contrôlant la respiration. Plus son souffle ralentit, plus le cœur de Jim s'évertue à envoyer dans l'organisme le sang chargé d'oxygène. Son cerveau finissant par être privé d'oxygène, Jim plonge dans le coma. Une fois dans le coma, ses réflexes respiratoires s'arrêtent. Il oublie littéralement de respirer. Cela entraîne une baisse d'oxygénation du muscle cardiaque et de son cerveau. Cette baisse d'oxygénation provoque une lésion cérébrale anoxique. Son cerveau commence à mourir et le myocarde, lui aussi atteint, meurt. Les effets sont généralement catastrophiques et peuvent conduire à la mort.
4 heures du matin. Le cœur de Jim s'arrête de battre. Quand Pamela le trouve dans son bain, il semble dormir paisiblement. Mais il est déjà mort. Jim Morrison a fini par mourir d'un arrêt cardiaque, mais pas d'une cause naturelle comme l'avait suggéré le médecin français qui l'a examiné. Pour moi, c'est la blanche de Chine, un frelatage surpuissant de l'héroïne qui a déclenché l'arrêt cardiaque et l'a tué alors qu'il n'avait que 27 ans. Jim a vécu une vie très intense. Il a brûlé sa vie. Il me fait penser à une étoile filante. Il n'a jamais su où étaient les limites et il a cru qu'il pourrait les repousser indéfiniment. Malheureusement, il a épuisé toutes ses ressources physiques. Quand vous regardez tout ce que Jim Morrison a accompli pendant les 4 années de gloire absolue des Doors, vous vous dites qu'aujourd'hui, ça paraîtrait inimaginable d'en faire autant. Depuis, leur musique est devenue intemporelle. C'est véritablement une musique faite par et pour des immortels. Jim Morrison est enterré au cimetière parisien du Père-Lachaise le 7 juillet 1971. Chaque année, des milliers de fidèles du monde entier viennent se recueillir devant sa tombe. Shakespeare aurait appelé ça l'histoire tragique de Jim Morrison. C'est une chose très triste que ce garçon si brillant et si talentueux n'ait jamais fêté ses 28 ans. Potato.